Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e webinaire du cycle Arts et savoirs fondamentaux, enjeux de formation, initié et organisé par le réseau des INSPE et en partenariat avec VK. Je suis Gwendoline Guesteclou, je travaille pour VK et j'ai le plaisir d'animer cette avant-dernière édition. Le sujet du jour s'inscrit pleinement dans le printemps de la recherche en éducation, colloque qui n'a malheureusement pas pu se dérouler en présentiel, mais qu'on est ravis de vous présenter directement chez vous. Madame Chopin, professeure des universités à Bordeaux, nous présentera aujourd'hui le thème suivant, l'anecdotique et le fondamental, élément pour une approche critique des liens entre art et savoir à l'école. Donc, au cours de cette conférence, vous pourrez bien entendu à tout moment poser vos questions. Donc, ça se passera via l'onglet questions que vous pourrez trouver sur la plateforme GoToWebinar située à la droite de votre écran. On en choisira quelques-unes qu'on posera à Madame Chopin à la fin de sa présentation. Petit rappel, il reste désormais une conférence qui aura lieu le 30 juin prochain. Je vous donne tous les détails en fin de présentation. Donc, il est temps de céder maintenant la parole à notre intervenante du jour, Madame Chopin. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne vois pas et c'est très troublant, comme l'ont dit aussi mes autres collègues. Donc, je commencerai par vous remercier de cette invitation et de la mise en œuvre de ce colloque dédié aux arts et aux savoirs fondamentaux. Et je préciserai peut-être que c'est d'abord vers l'Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, l'AECSE, que le réseau des INSPE s'est tourné à l'automne dernier pour solliciter le regard de notre discipline, les sciences de l'éducation et de la formation à présent, sur le thème du colloque. J'étais à mon tour sollicitée par les coprésidents de l'AECSE et j'ai pris très au sérieux cette demande, tout en affirmant ici que je ne représenterai pas ma discipline au sens où j'en incarnerai toutes les facettes. Mais j'ai construit cette conférence avec le souci de rendre compte des travaux produits au sein de cet espace scientifique, susceptible de nourrir des questionnements d'enseignants ou de formateurs à propos de la place, des usages ou encore des finalités de l'art en éducation. Deuxième point de précision, je suis donc professeure à l'Université de Bordeaux, mais je ne suis pas formatrice en INSPE. J'enseigne à la Faculté des sciences de l'éducation et mes travaux ne portent pas directement sur le comment faire, ni dans la classe, ni dans la formation à propos de la diffusion des arts à l'école, mais portent plutôt sur le que se passe-t-il ici, que se passe-t-il à propos de la diffusion des arts en éducation. Donc, en disant cela, je n'ignore pas l'importance des questions de terrain et des questions pratiques, mais ma contribution sera celle ici de questionner parfois ces questions mêmes, de voir ce qu'elles recouvrent et possiblement de clarifier quelques-unes de leurs dimensions qui ne sont pas directement saillantes. Et c'est bien le sens ici que je donne à l'entrée critique que je propose pour cette conférence. Derniers éléments d'introduction, plusieurs points que je développerai, donc notamment liés au statut des savoirs artistiques, ont déjà été abordés par mes collègues. Je tâcherai d'apporter un éclairage complémentaire au moyen d'un parti pris pour préparer cette intervention, puisque je ne vous présenterai pas ici une thèse, une idée, une théorie sur les liens entre art et savoirs fondamentaux, mais plutôt un travail d'analyse permettant de prendre du recul sur cette question même des liens possibles entre art et savoir fondamental. Que recouvre cette question? La question même d'un lien possible entre art et savoir fondamentaux. Que dit-elle du statut et du rôle assigné aux arts dans l'espace scolaire et comment cela peut-il clarifier en partie les missions qui incombent aux enseignants et aux formateurs? Donc, 2 points pour cette présentation. Le premier temps sera consacré à la présentation d'un travail d'analyse de la production académique en sciences de l'éducation et de la formation. J'oublie toujours le F. Je m'acquitterai ainsi de la mission qui m'a été confiée, de vous présenter un petit peu l'espace des résultats. Mais plus sérieusement, je le fais aussi car l'on peut faire l'hypothèse que la production académique en sciences de l'éducation et de la formation reflète assez fidèlement l'état du monde éducatif à propos de la place des arts à l'école. La seconde partie de mon intervention
sera basée sur une recherche récente menée en collaboration avec Jérémy Singalia, qui est sociologue et politiste à l'Université de Strasbourg. Et cette recherche a visé à clarifier le statut et le rôle accordés aux arts dans l'éducation au cours de l'histoire et dans l'école depuis les années 68. Donc pour cette première analyse, j'ai travaillé en particulier sur les thèses et les articles scientifiques produits en sciences de l'éducation. Alors pourquoi ce type d'indicateur? Je répondrai en rentrant directement dans le vif du sujet et en vous partageant un résultat que nous avions élaboré, donc Jérémy Singalia, que j'évoquais à l'instant, et moi, dans le cadre d'un séminaire début 2019, et au cours duquel nous avions eu besoin de recenser l'ensemble des thèses menées dans les disciplines des sciences humaines et sociales qui s'intéressaient non pas à l'art de manière générale ici pour l'instant, mais à l'éducation artistique. Donc, vous avez ici sur cette figure 1 la distribution de ces thèses par décennie et par discipline. Et je ferai quelques commentaires pour justifier les données que je vous présenterai plus loin. D'une part, on le voit, les sciences de l'éducation ici apparaissent dès les années 1970 comme contributrices à ce domaine-là. Et surtout, alors on peut dire que pour le coup, la discipline se positionne sur l'art, mais on peut aussi se rendre compte que l'art se positionne dans la discipline puisque les sciences de l'éducation sont nées en 1967 et véritablement, ce sont les toutes premières thèses qui sont menées dans les années 70. Le fait que l'art soit déjà un sujet important est un signe fort. Les sciences de l'éducation restent ensuite sur les décennies suivantes très présentes. Elles abritent le plus grand nombre de thèses. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir que d'autres disciplines les rejoignent, notamment au tournant des années 2000, où finalement le spectre des disciplines concernées par la thématique s'élargit. Cette rapide observation que nous avions faite début 2019 donnait forcément envie d'aller plus loin pour essayer de comprendre comment l'art s'imposait comme un sujet non anecdotique dans les travaux en sciences de l'éducation et savoir ensuite quel type de résultats ces travaux permettaient de produire. Alors, les données sur lesquelles je vais m'appuyer maintenant incluent en plus des thèses, des articles scientifiques. Je ne passerai pas beaucoup de temps, je n'en voudrais pas, sur la construction des bases qui me permettent de produire les résultats que je vais vous présenter, mais je voudrais bien y revenir si vous avez des questions. Je préfère garder du temps pour les échanges, mais voilà, je vous positionne quelques éléments ici. L'ensemble des thèses a été recensé via le catalogue SUDOC avec des recherches autour du syntagme éducation artistique, puis d'autres syntagmes, art, artiste, etc. Et enfin, beaucoup de secteurs disciplinaires, théâtre, cirque, circassien, etc. Quelques compléments sur cette base de données qui s'appelle Isidore. Et mes résultats que je vous présenterai reposent ainsi sur 86 thèses répertoriées. Concernant la base article, j'irai également assez vite. Je n'ai considéré que les articles dits scientifiques, c'est-à-dire qui sont identifiés comme tels par l'HCERES et qui sont accessibles via plusieurs portails et plateformes. Vous les connaissez sans doute, Kern, RC, Isidore, par exemple. 141 articles, in fine, ont été répertoriés. Je clôt le recensement en mai 2020, donc spécifiquement pour préparer cette conférence-là. Voilà, les résultats que je vous présente sont donc tout frais. Alors, je ne vous présenterai que certains de ces résultats-là, ceux qui peuvent peut-être nous intéresser par rapport à la thématique du colloque, et je les ai organisés en 3 questions. La première, depuis quand le sujet de l'art intéresse-t-il les chercheurs en sciences de l'éducation? Et cette figure 3 ici que je vous soumets, alors vous présente à nouveau dans le temps, mais plus par décennie, ce sont des périodes de 5 ans, l'évolution des articles en bleu et des thèses en vert consacrées, disons-le de manière générale, à l'art en sciences de l'éducation. Donc consacrées à l'art et l'éducation, puisqu'elles sont menées dans cette discipline-là. Quelques commentaires rapides sur cette figure.
On ne le voit pas sur ce graphique d'une part, mais les thèses commencent à être produites sur ce thème de l'art à l'école bien avant les orties. Quand je dis bien avant, c'est 15 ans. Il faut savoir que dans le champ des sciences de l'éducation et de la formation, les thèses ont longtemps et massivement le sont encore pour une part produites par des formateurs ou des enseignants. Et c'est un signe intéressant de voir que peut-être très tôt sur le terrain, cette question de l'art a questionné avant qu'elle intègre le champ académique plus institué. Les articles donc sont moins anciens que les thèses, ils sont aussi jusque dans les années 2000 moins nombreux. On voit qu'entre 2001 et 2005, ils s'équilibrent avec les thèses et puis ensuite le nombre d'articles progresse, du reste comme le nombre de thèses, mais de manière beaucoup plus exponentielle, sachant que nous n'avons pas encore, l'année 2020 a été tronquée, hein, le segment de la dernière colonne pourrait être encore un peu plus haut, tronqué parce que je me suis arrêtée en mai. Donc, on pourrait tirer quelques conséquences de ce graphique-là et notamment en tirer l'idée que l'art serait devenu un objet légitime dans le champ académique, un objet peut-être un peu moins anecdotique pour faire allusion au titre de ma conférence. Et cette préoccupation qui semble s'installer et faire légitimité dans le champ académique conduit maintenant à s'intéresser au type de savoirs légitimes qui vont être construits et diffusés à propos de cette question. Donc j'avance vers la seconde question à laquelle je me suis intéressée et à propos de laquelle je vous livrerai des résultats. Quels secteurs artistiques sont concernés par les travaux menés dans la discipline des sciences de l'éducation? Les arts sont à penser au pluriel. Pour le coup, lorsqu'on examine comment se distribue, comment se donne à voir cette pluralité dans le champ des productions, voilà le type de distribution que l'on obtient. Alors, à nouveau, en fait, en vert, les données concernent les thèses et en bleu, les articles. Sur ici l'axe des ordonnées, vous retrouvez les différents secteurs artistiques concernés. Et la première catégorie qui s'appelle non spécifique, qui est la plus importante et qui, comme son nom l'indique, en fait, ne spécifie pas une entrée artistique particulière. Mettons, les travaux vont porter sur les bienfaits d'éducation artistique. Voilà, ce sont des approches plus généralistes. Je reviendrai un peu plus loin sur cette catégorie du non spécifique, elle est importante. Mais en guise d'autres commentaires, je dirais que tous les secteurs sont représentés dans les travaux, danse, cinéma, musique, qui apparaissent en tête, ceci dit. Alors le cirque n'est pas représenté, juste une thèse, alors son statut dans le champ de l'art lui-même est discuté. Et dans un second temps, viennent d'autres types d'œuvres plus classiques, la littérature, les théâtres, le patrimoine. Pour le coup, ce type de distribution pourrait nous permettre de poser quelques hypothèses. Par exemple, pourquoi cet intérêt particulier est plus manifeste pour les disciplines qui pourraient, les secteurs artistiques qui pourraient, de fait, être plus éloignés des épistémologies propres aux disciplines du champ scolaire. C'est une vraie question qui est assez importante pour qu'on ne parle pas des liens entre art et savoir fondamentaux d'une manière générique. Tout va dépendre des types d'art et des épistémologies sur lesquelles ils reposent. J'y reviendrai un peu plus tard. Un petit commentaire que je peux faire sur cette distribution, voilà, qui ne mange pas de pain, la différence entre la danse et la musique, entre le nombre de thèses et le nombre d'articles, tout se passe comme si les thèses portant sur les savoirs dansés, les pratiques artistiques dansées, étaient plus importantes que les articles produits, et cette proportion s'inverse pour la musique. C'est un petit conseil pour ceux d'entre les auditeurs qui souhaiteraient faire des thèses. On intègre plus facilement a priori le champ académique avec une thèse sur l'éducation artistique en musique que par ailleurs. J'en sais rien véritablement, mais c'était un petit commentaire sur cette différence qui est significative et qui pourrait et qui sera interrogée plus tard.
Dernier point, je voudrais revenir sur la catégorie des noms spécifiques que j'ai présentée rapidement en disant que cette catégorie recouvrait des travaux dont l'intérêt est d'abord porté sur les processus d'éducation, d'apprentissage, les formes d'éducation, par exemple, avant que de se porter sur une discipline artistique en particulier. Ce constat, cette primauté donnée à des thèmes éducatifs ou d'apprentissage, et non pas à l'art, n'est pas étonnant, et il pourrait même être réitéré sur l'ensemble des autres travaux classés là dans la catégorie danse, musique ou cinéma, où même si on s'intéresse à ces secteurs de manière spécifique, et les pratiques artistiques en jeu sont importantes pour comprendre de quoi il est question, même si le secteur artistique est important, la question est toujours celle des processus ou des thèmes éducatifs ou formatifs ou de médiation qui sont traités. Ceci m'a incité à approfondir cette étude des thèmes. Je n'ai traité pour le moment que le cas des articles et pas des thèses, et j'ai tenté de catégoriser les 141 entrées répertoriées en un certain nombre de sous-ensembles qui me donnent la possibilité de vous présenter ce joli diagramme circulaire, très coloré, que je vous proposerai de commenter. Alors d'abord, ces 10 catégories que j'ai identifiées, alors il y en a 11, il y a toujours la catégorie autre, qui est le signe encore peut-être que le travail n'est pas terminé. Mais sur ces 10 premières catégories relativement stables, on trouve en tout premier lieu des travaux menés en sciences de l'éducation qui vont porter directement sur les enseignements spécialisés, qu'il s'agit des écoles d'art, par exemple, ou alors de l'enseignement des arts au sein des curricula, qu'il s'agisse par exemple de l'enseignement musical, déjà intégré à l'enseignement scolaire, l'enseignement obligatoire, ou encore de la danse dans le cadre des APSA en secondaire, par exemple. La catégorie 2, qui est très fournie, renseigne sur tout ce qui relève des professionnalités, de la recomposition souvent des professionnalités, des compétences requises pour diffuser des savoirs artistiques dans le champ scolaire. Dans la troisième catégorie, on va trouver toutes les analyses plutôt didactiques des situations de transmission des arts. On trouvera plutôt des sociologues dans la catégorie 4 sur les liens entre pratiques culturelles, souvent extrascolaires, et socialisation des élèves ou des enfants. La catégorie 5, que j'ai appelée ici EAC, donc éducation artistique et culturelle, est dédiée à cette catégorie des politiques publiques qui existent en tant que telles maintenant depuis une cinquantaine d'années et qui appelle des travaux sur son histoire, sur ses cadrages, etc. La catégorie 6, qui pourra nous intéresser, comme le nom que je lui ai donné l'indique, lien entre art et savoir. Je ne les ai pas appelés fondamentaux, je les ai appelés non artistiques. Je reviendrai sur cela. La catégorie 7, art et inclusion, intégration, on retrouve des travaux qui vont utiliser l'art dans le champ du handicap ou de la médiation sociale très largement. Puis la catégorie 8, un ensemble de travaux dédiés aux valeurs et visées générales de l'art, par exemple les bienfaits de l'éducation artistique pour le développement de l'enfant. Voilà. Catégorie 9, formes scolaires et formes alternatives. Alors, on va aussi ici retrouver tout un ensemble de travaux fort intéressants, comme les autres du reste, mais sur les espaces non scolaires, par exemple, au sein desquels on a éduqué à l'art ou par l'art, je pense par exemple au ciné-club, mais on va aussi retrouver les réflexions autour de la transposition des pratiques artistiques dans le champ scolaire et qui ont dû épouser la forme scolaire. Voilà ces problématiques. Enfin, cette catégorie 10, évaluation de l'effet de l'art, qui commence à être bien dotée en travaux et qui n'est pas sans lien avec l'état du champ aujourd'hui à propos de la place des arts dans l'école. Alors, c'était un peu long et fastidieux peut-être pour vous de rentrer dans ces 10 catégories, d'autant que je n'ai pas vos regards en face de moi pour me dire si c'est réellement le cas ou pas. Mais je ferai quelques commentaires pour nous permettre d'aller plus loin. D'abord, en disant qu'il y a, c'est très clair, beaucoup de catégories qui apparaissent et que ceci est un résultat, de mon point de vue,
puisque le thème des arts, tel qu'il est traité par une seule discipline, certes composite, mais une seule discipline, eh bien, se subdivise en composantes. Et ces composantes soulèvent chacune des questions tout à fait spécifiques. Sans doute faut-il garder cela en mémoire au moment où, peut-être dans le champ social, dans le champ politique ou dans le champ éducatif, eh bien, c'est l'une de ces questions-là qui va devenir très saillante, qui va focaliser les regards et l'attention. Ici, on pourrait se dire que le champ académique peut jouer un rôle de garde-fou pour rappeler qu'il y a tout un ensemble de problématiques qui restent présentes et existantes par rapport, par exemple, à celle des liens entre les arts et les savoirs fondamentaux. Autre commentaire. Les catégories que je vous présente ici sont assez équilibrées et elles sont aussi souvent associées à des regards disciplinaires, je l'ai déjà plus ou moins évoqué, plutôt des didacticiens sur la catégorie 3, des philosophes sur la catégorie 8, des sociologues sur la catégorie 4, ce qui laisse à penser qu'il y a encore des sous-ensembles de contributeurs qui n'ont pas encore véritablement peut-être suffisamment échangé pour produire ensemble un corpus de savoir stabilisé et pluridisciplinaire sur la place de l'art dans le champ éducatif. Mais tout laisse à penser que c'est en train de venir. Vous vous en doutez, je terminerai cette petite analyse des articles produits par la discipline en me focalisant pour les besoins de ce colloque sur la catégorie 6, lien entre art et savoir que j'ai appelé non artistique. Alors, pour focaliser sur ces travaux, en fait, je pouvais m'y prendre de plusieurs manières. J'ai choisi une objectivation très simple, mais qui laisse apparaître des choses intéressantes. Ici, dans le tableau 1, en fait, chaque ligne de ce tableau correspond à une des contributions, un des articles que j'ai recensés. Alors, je n'ai pas mis la référence, etc., parce que ce n'est pas l'idée pour le moment, mais pour chacun de ces articles, j'ai identifié, dans un premier temps, dans la colonne 1, le secteur artistique mobilisé, et dans la colonne numéro 2, le domaine de savoir non artistique concerné. On va l'appeler scolaire. On voit assez simplement et de manière évidente que, d'une part, les domaines langagiers et de l'écriture sont prépondérants et qu'ils sont majoritairement mis en lien eux-mêmes avec des arts, des secteurs artistiques qui sont déjà très proches épistémologiquement du champ littéraire, jusqu'à avoir, par exemple, pour la dernière ligne, un article qui va montrer comment la littérature est connectée à la littérature. Voilà. Alors en même temps, on a l'œuvre littéraire d'un côté et puis les pratiques d'élèves en littérature de l'autre. Donc il y a bien des questions de transposition didactique qui se posent et qui font qu'il ne s'agit pas de la même littérature, mais néanmoins, cette présentation des appariements que j'ai essayé de faire avec vous ici peut permettre de poser comme hypothèse qu'il y aurait des sortes de porosités différentielles entre les différents secteurs artistiques et les disciplines scolaires. Alors là aussi, ça paraît évident une fois qu'on a dit. Certains types d'œuvres sont plus ajustés et appareillables avec les savoirs scolaires du curriculum, ne serait-ce que du fait du statut de l'œuvre qui est défini. Voilà, pour des œuvres qui se sont sédimentées, par exemple, en patrimoine. C'est évident, mais en même temps, encore faut-il le rappeler et le réobjectiver au moment où on vous demande de nous repositionner sur les liens entre les arts et les savoirs dits fondamentaux. Ici, ils ont l'air de s'opérer lorsque les 10 savoirs et les 10 arts sont déjà très proches. Pour conclure sur cette première partie, voilà les choses que je viens d'énoncer. L'art donc est en passe de devenir un objet de recherche non anecdotique en sciences de l'éducation et de la formation. Il est un espace de production multithématique. Peu de travaux en sciences de l'éducation portent directement néanmoins sur le lien entre art et savoirs fondamentaux, en tout cas savoir non artistique, savoir scolaire. Pour ceux qui le font néanmoins, les types d'art et de savoir scolaire mis en lien sont caractérisés par des épistémologies
très congruentes, voire identiques. Du coup, pourquoi, alors que l'art s'impose comme un objet, ce sujet des liens entre art et savoirs fondamentaux n'est-il pas plus traité? Il serait pourtant politiquement opportun de le traiter puisque la question devient très rentable, cette question étant assez ajustée à des attentes macro-pédagogiques, voire macroéconomiques. Et je renverrai à ce rapport au CDE qui a déjà été commenté par Marianne Krichlin dans la première conférence de ce cycle de conférences-là, et qui essaie véritablement, sur la base de travaux psychologiques, de faire des liens entre des pratiques artistiques et puis des performances cognitives. J'ai relu encore ce rapport-là. De mon point de vue, aucun résultat véritablement stable ne se dégage, mais j'avance un peu. Comprendre pour ma part cette résistance apparente des sciences de l'éducation à se positionner directement sur cette question me conduit à aborder, alors je ne sais pas si on me voit toujours parce que j'ai un appel en même temps et je ne sais pas pour le coup si c'est un appel qui concerne la conférence, peut-être suis-je déconnectée. Non, on vous voit, je vous rassure. Ah, d'accord, ok, pardon, merci d'être intervenue. Donc, ce que je proposerai moi, c'est de comprendre cette résistance plutôt en abordant la question de la consistance de ce sujet sur lequel on me demande de me positionner, et j'avancerai que la question des liens entre art et savoirs fondamentaux engage en fait un ensemble de conceptions tacites, donc par définition qui échappent à notre vigilance peut-être, et qu'il semble utile de rendre visible. Et j'arrive pour ce faire à la seconde partie. Sur cette seconde partie, je vous proposerai d'étudier ce que j'ai appelé ici des jeux de langage à propos du caractère fondamental de l'art en éducation. Donc, il me faut peut-être prendre le temps de refaire le lien avec l'enjeu pour ce colloque. Je partirai du titre qui a été choisi pour ce colloque, les arts et les savoirs fondamentaux, avec une insistance sur la conjonction de coordination, qui est assez intéressante. Elle est souple, cette conjonction, mais elle est suggestive, c'est-à-dire qu'on peut penser directement les arts ne sont pas des savoirs fondamentaux, puisque l'on veut questionner leur lien avec les savoirs fondamentaux. Si les arts étaient eux-mêmes des savoirs fondamentaux, on aurait dû écrire les arts et les autres savoirs fondamentaux, par exemple. Donc, en creux, de ce point de vue-là, les arts ne compteraient pas dans la catégorie des savoirs fondamentaux. Et d'ailleurs, on a vu que cette question-là avait déjà nourri largement les discours en éducation. Je fais référence ici à la conférence de Claudine Garcia devant, pardon, j'ai oublié le R dans Garcia devant, qui renvoyait l'opposition entre Carnot et Thiers à propos du superflu et du nécessaire pour les arts, ou encore les propos de Jules Ferry, qui, je le cite, assumait la pleine nécessité de ces accessoires exagérés. Nous sommes en 2020 et nous voilà encore à débattre de ce qui est fondamental ou non à propos des arts. Dans le contexte actuel, on ne peut pas ne pas entendre cette question du fondamental avec l'arrière-plan du lire, écrire, compter, cher au ministère actuellement, auquel se rajoute une autre compétence dans les savoirs fondamentaux, le respecter autrui. Une compétence intéressante, puisqu'on pourrait se dire que ce qui est fondamental serait ce qui relève des compétences socles de base et de celles, par exemple, qui sont consignées dans le socle commun de compétences et de connaissances. Et c'est là où on se rend compte que les arts y figurent bien depuis 2005. Les arts sont-ils fondamentaux ou pas fondamentaux? Le débat continue de tourner. Je suis en train d'essayer de vous convaincre, pour le coup, de vous départir avec moi de ce débat, en tous les cas sous cette forme-là, binaire, plutôt que de se demander si l'art est considéré comme fondamental ou pas. Je proposerai d'assumer ceci, que l'art, depuis la fin du 19e siècle, est considéré comme fondamental en éducation. J'essaierai de vous en convaincre par quelques objectivations. Par contre, l'intérêt pour nous sera de se demander ce que peut signifier ce fondamental dans des périodes et des contextes donnés. Autrement dit, finalement, quelles sont les missions assignées à l'art en France? Depuis plus de 100 ans, elles sont fondamentales, mais néanmoins, elles évoluent.
Alors, les résultats que je vous proposerai maintenant sont issus d'un travail que je mène, comme je vous disais, en collaboration avec Jérémy Sinigalia, et qui seront rapidement publiés, alors non pas en anglais comme c'était prévu, mais en français. Vous pourrez du coup vous y référer. Je ne vous présenterai ici qu'une sorte de résumé. Il repose sur une recherche que nous venons de mener à partir de l'analyse des archives du comité d'histoire du ministère de la Culture, réalisée en 2009, et qui nous conduisent à analyser les missions assignées à l'art depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 2020. Forcément, j'irai trop vite dans cette mise en perspective historique, mais je voudrais parcourir avec vous 3 périodes qui vont être importantes pour comprendre l'évolution des missions assignées à l'art et revenir à la question des liens entre art et savoir fondamentaux. Première période, fin du XIXe siècle, après-guerre, l'art y est fondamental, mais y est présenté comme un fondement. J'ai écrit arme politique, fondement comme un principe légitime, ce qui va nous fonder en droit à faire quelque chose, et ce faire quelque chose relève ici du combat politique. 1945-1970, l'art, toujours fondamental, est plutôt conçu comme une fondation démocratique et humaniste, et le rôle de l'école va être important pour assurer cette fondation. Dans la dernière période, que je scinderai elle-même en 3 sous-périodes, l'art devient élément fondamental de l'éducation. Et c'est véritablement la période de l'institutionnalisation des arts à l'école. Je pourrais vous renvoyer à la thèse de Camille Grabowski qui reprend cette temporalité. J'irai assez vite sur cette première période, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste, mais ensuite parce que il est surtout important pour nous de l'identifier sous l'angle de la façon dont les valeurs éducatives de l'art vont pouvoir être façonnées. Ce n'est pas directement dans l'école que les valeurs éducatives de l'art se façonnent, c'est en dehors de l'école et notamment dans le champ de l'éducation populaire. Vous n'êtes pas sans ignorer l'importance jouée par les universités populaires. La première d'entre elles, par exemple, qui s'appelle la coopération des idées, est très symptomatique pour la question qui nous occupe. Son fondateur, ici, Georges de Herme, en repositionne la mission. Alors c'est un peu véhément, mais je vous en fais lecture. Nous voulons la vérité, la beauté, la vie morale pour tous. Nous voulons que le peuple soit admis à participer à ces biens qui constituent le patrimoine propre à l'humanité. Nous voulons que, comme le soleil pour tous les yeux, la lumière intelligible se lève pour toutes les intelligences. Alors, au-delà ou en deçà de ces grandes phrases et ce grand projet, à cette époque-là et dans ces institutions-là, promouvoir les arts et les sciences, d'ailleurs, de manière conjointe, consistait à donner aux ouvriers, aux employés et aux paysans, du moins en théorie, l'habitude de la réflexion critique pour favoriser leur émancipation sociale. Cette émancipation passait aussi par la subversion de l'ordre établi. Il s'agissait donc d'une émancipation passant par le renversement de l'ordre établi. J'en viens à la seconde période que j'identifiais, où l'art va cette fois-ci devenir une fondation démocratique et humaniste. Donc, nous sommes 50 ans plus tard, le domaine des arts est à nouveau porté sur le devant de la scène par l'enjeu d'émancipation sociale qui était déjà celui de la fin du XIXe siècle, mais plusieurs évolutions réorientent quand même cette visée d'émancipation. D'une part, l'école va être progressivement appelée à devenir l'un des lieux de cette émancipation. Et c'est ce que montrent les travaux du célèbre colloque d'Amiens, que certains d'entre vous connaissent sûrement, organisé en 1968, donc à Amiens. Ici, c'est un anniversaire commémoratif organisé par une association qui s'appelle l'Association d'études pour l'expansion de la recherche scientifique, très prestigieuse, dirigée présidée par de grands représentants des mathématiques, Mendes France par exemple, le professeur Wisniewicz, et également nourrie très fortement par les tenants de l'éducation nouvelle, eux-mêmes liés à l'éducation populaire.
cette puissance de l'éducation nouvelle explique peut-être le titre des articles. Alors, excusez-moi, c'est très petit, vous devez être en train de vous rapprocher de votre écran, mais ces titres de presse, ici, il s'agit d'un article de l'Express qui titre, moi aussi je suis un peu loin, je me rapproche, Amiens, capitale de la révolte, ou peut-être encore plus savoureux, le Nouvel Observateur, les prophètes d'Amiens. Alors, il y a effectivement un grand élan, un grand espoir qui peut être moqué possiblement à ce moment-là par les promoteurs de cette école nouvelle, un grand espoir de faire entrer l'éducation culturelle dans l'éducation scolaire. Et la question de l'émancipation se pose de manière tout à fait essentielle. On en trouve des signes et des traces dans les actes du colloque dont je place la couverture ici. Et on peut lire dans ces actes que l'éducation culturelle doit contribuer à former un être libre et désaliéné. Voilà une belle émancipation. On sort quand même du second conflit mondial. Sur l'aliénation, il y a vraiment des choses à penser. L'émancipation est toujours une visée, mais au contraire de ce qui se passait à la fin du XIXe siècle, dans le contexte de l'après-guerre, il ne s'agit pas de renverser l'ordre établi, il s'agit de construire l'ordre qui vient de s'établir, un ordre démocratique et humaniste. Dit autrement, l'émancipation va être associée à la formation du citoyen éclairé, capable de prendre des décisions de manière raisonnable. J'en arrive à la troisième et dernière partie de ce découpage en 3 temps, mais que je vais découper encore en 3 temps. L'art, donc, comme élément fondamental de l'éducation, institutionnalisation des arts à l'école, cette période est bien celle au cours de laquelle l'art va devenir un élément fondamental de l'ensemble des politiques, par exemple. La première sous-période que je distingue, 1970-1990, je l'ai intitulée « Éduquer aux arts », l'art comme savoir fondamental. À partir donc de la deuxième moitié des années 70, et dans le prolongement du colloque d'Amiens, l'éducation artistique intègre le champ scolaire et ce qui ressort des analyses que nous avons menées, c'est que néanmoins, il s'agit dans le cadre scolaire autant d'éduquer à l'art que d'éduquer par l'art. L'éducation à l'art directement est vraiment un enjeu fort avec des implications fortes pour la formation des enseignants qui sont largement discutées dans le colloque d'Amiens. Dit autrement, on pourrait reprendre une distinction qui est introduite par Jean-Marc Lauré dans L'art fait-il grandir l'enfant entre les effets internes escomptés pour l'art, interne, c'est-à-dire l'art pour développer des compétences artistiques, ou externe, l'art pour développer des compétences non artistiques. Là, à cette époque, l'art vise l'art. Et l'art est jugé comme savoir fondamental, ce qu'on retrouve dans la deuxième citation. Les élèves capables de construire leur formation sur des activités artistiques doivent pouvoir le faire aussi facilement que s'ils s'appuyaient sur des disciplines intellectuelles traditionnelles en équivalence de moyens, donc de temps, d'argent, etc., de dignité, de valeurs et de diplôme. Sanctification scolaire. J'avance. En 1983, ces prophètes et puis ces révoltés, eh bien en fait, ont réussi à faire en sorte qu'un premier protocole d'accord entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale soit conclu et qu'il va entériner la nécessité de pratiquer l'art dans le champ scolaire. J'insiste sur pratiquer parce que on est véritablement encore ici dans l'idée qu'il faudrait faire de l'art quasiment pour lui-même. Je mentionnerai peut-être à ce moment-là, parce que c'est un thème qui m'intéresse, qu'un mot structure aussi les discours, c'est celui de critique, qui était présent dans la critique de l'ordre établi à la fin du XIXe siècle. Mais à ce moment-là, la critique qui est associée à l'art est une critique quasiment des œuvres, une critique des productions de la culture qui est ajustée aussi à cette action que le futur citoyen doit pouvoir mettre en œuvre comme le digne homme de la Renaissance humaniste devait pouvoir le faire par les arts et sur les arts se prononcer sur l'état du monde. Donc on est dans un caractère
fondamentale accordée au savoir artistique lui-même, même si ce savoir est censé permettre le développement de l'individu. Cela me conduit à la deuxième période, qui précisément va être caractérisée par le fait que l'élève, l'individu, va être mis au centre de l'attention de manière encore plus marquée. Et cette période commence avec la fameuse loi d'orientation sur l'éducation, dite loi Jospin, où l'enfant donc est mis au centre du système éducatif. Cette mise au centre va galvaniser l'institutionnalisation de l'éducation artistique, puisque dans la perspective humaniste que j'ai pris soin de présenter jusqu'alors, eh bien, on va penser, on va estimer que l'éducation artistique va permettre d'accompagner et de développer le sujet élève, et ce, dans toutes les dimensions de sa vie, plutôt que de demander à l'élève de s'adapter à l'école, à l'espace extrascolaire, etc. Eh bien, par l'art, on va pouvoir l'accompagner sur l'ensemble de ces espaces-là. Et il est assez intéressant de constater que le second protocole d'accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture est aussi signé avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, où la transversalité des domaines de la vie des enfants et des jeunes va être véritablement mise au devant de la scène, l'aménagement des rythmes de vie des enfants, les pédagogies dites compensatoires. L'art va être utilisé pour accompagner, faire du lien, compenser, réhabiliter. On arrive à des fonctions extrinsèques de l'art, certes, tournées vers les individus. J'en arrive la fin de cette première période, de cette deuxième période, va aller encore plus loin dans cette volonté de faire en sorte que l'art puisse permettre le développement de tous les enfants citoyens, donc de tous les élèves, puisque si jusqu'à présent les projets artistiques n'étaient pas systématiques, qui se déclinaient sur des projets artistiques, des classes à projets ou encore des enseignements spécialisés, à partir de 2001 et du plan Tascalang, l'idée selon laquelle on pourrait généraliser l'usage de l'art pour accompagner l'élève, eh bien, est véritablement mise en œuvre. J'en arrive à la dernière section de cette dernière période, 2005-2020, l'art au service de la compétence individuelle. Certes, on manque sûrement encore un peu de recul sur cette période-là, mais elle s'ouvre très explicitement avec la loi d'orientation de programme pour l'avenir de l'école du 25 avril 2005, dite loi Fillon, et définissant le socle commun de connaissances et de compétences. Elle poursuit, cette loi, d'une certaine manière, l'institutionnalisation de l'art dans le champ scolaire, puisqu'elle le fait entrer dans le curriculum. Non pas en tant que discipline, mais au sein des compétences transversales. La loi inclut en effet des éléments qui relèvent de l'éducation aux arts dans plusieurs blocs de compétences, notamment ceux valorisant la culture humaniste, l'autonomie et l'initiative, ou encore les compétences sociales et civiques. Donc, la perspective politique et subversive de la fin du XIXe siècle, on peut le dire, a totalement disparu à ce moment-là. Et pourtant, on note presque paradoxalement l'institutionnalisation d'un autre terme que j'ai déjà évoqué à propos de l'émancipation, qui est le terme de critique, et plus précisément, c'est au moment où l'art pénètre véritablement le socle de connaissances et de compétences que s'institutionnalise aussi la mission qui lui est assignée en termes de développement d'esprit critique pour les élèves. Alors, la notion d'esprit critique n'est pas présente dans la loi de 2005, mais elle est explicite, par contre, dans le décret d'application de 2006. Là, vous voyez que c'est un avantage de travailler avec un politiste, parce que je connais du coup toutes les lois. À la fois, donc, comme une attitude, cette notion d'esprit critique, donc, qui est introduite pour la première fois en 2006, va aussi être définie explicitement comme une attitude et une capacité permettant de faire la distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société.
On retrouve cette inscription de l'esprit critique dans la loi du 8 juillet 2013, dite loi Peillon, et dans le décret de 2015 qui instaure les parcours citoyens et par exemple les parcours d'éducation artistique et culturelle. La notion d'esprit critique va encore y être définie comme, je cite, l'une des compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. L'art est sollicité pour développer cette aptitude quasiment dispositionnelle au sens de cognitive ici, participant en théorie, et là je cite encore, à l'émancipation individuelle et plus collective et à la construction du vivre ensemble. Soit dit en passant, un dernier élément est rajouté par la feuille de route conjointe des deux ministères qui dit que cette capacité critique concourra ainsi à la transmission des valeurs de la République portées par le gouvernement. Donc de la critique pour renverser l'État à la critique pour soutenir l'État, normalement, il devrait apparaître pour nous que sous les mêmes mots d'émancipation et de caractère fondamental des arts, beaucoup de choses se sont en fait réalisées, beaucoup de déplacements. Je conclus, pour le coup, mon intervention en posant que les arts sont donc considérés depuis longtemps comme fondamentaux, depuis finalement qu'on leur assigne une mission. Quelle est cette mission devrait peut-être être une question importante pour vous. Et ce rapide détour historique permet de pointer qu'en plus cette mission s'inscrit souvent sous les mêmes mots, émancipation, voire développement d'une capacité critique. Mais le glissement sémantique de ces notions au cours de l'histoire apparaît au moyen de ces quelques objectivations au gré des conjectures sociales, politiques, économiques ou encore éducatives. D'une émancipation par le renversement à une émancipation par l'aptitude à recevoir les valeurs transmises par les gouvernements, par exemple. Donc le caractère fondamental de l'art ne faiblit pas depuis 130 ans. Mais l'on pourrait finalement dire qu'il se recompose. Et si l'on s'intéresse maintenant à la dernière période que j'ai identifiée ici, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, et de manière finalement assez nouvelle, l'échelle de cette histoire-là, l'art doit permettre le développement des individus. Mais il est censé pour cela agir quasiment sur des capacités mentales ou cognitives, dont l'esprit critique serait l'une des modalités. Ce sont finalement des effets extrinsèques qu'on attend de l'art, extrinsèques pour l'art, mais intrinsèques à l'individu, voire à sa cognition. Et pour le coup, on pourrait être tenté de savoir quels sont les processus cognitifs qui seraient à leur tour censés assurer la médiation entre les arts et la réussite scolaire dans les autres disciplines de curriculum, les fondamentales par exemple. Cette question explique à tout le moins l'adhésion, je pourrais même dire l'engouement que l'on porte spontanément aujourd'hui dans l'espace social et éducatif aux thèses des neurosciences qui portent cette promesse de résoudre cette mystérieuse médiation cognitive. D'ailleurs, la dernière conférence vous permettra peut-être d'abonder sur ce sujet-là. La contribution pour ce jour des sciences de l'éducation à cette question sera de montrer que cette adhésion est construite très largement par un ensemble d'éléments que, comme je le disais avant, qui relèvent de l'espace social, politique, pédagogique, et qui ensemble stabilisent à un moment donné un rôle estimé légitime pour l'art. Stabilise à un moment donné, mais il pourrait en être autrement. Et il serait, je reviens à la fin, sans doute erroné de penser qu'un rétrécissement de la légitimité des arts en éducation à la question de leurs effets sur la cognition des élèves serait nouveau ou serait sans conséquence. Ce rétrécissement, pour le dire de manière plus simple, n'est ni nouveau ni sans conséquence. Deux conséquences pour terminer. Non seulement cette centration, cette focalisation, cette mise à l'avant-plan des liens joués par l'art sur les disciplines peut-être fondamentales et par l'intermédiaire de la cognition,
produit des effets d'oblitération d'autres dimensions de la question, à propos des finalités, par exemple, de la pratique des arts à l'école, mais aussi à propos des conditions concrètes, pédagogiques ou didactiques, qui sont nécessaires pour que la pratique artistique fasse quelque chose aux élèves. Alors, on a vu, par exemple, avec la conférence de Nathalie Sayac, et notamment avec la séance de questions, qui était très intéressante, que c'est bien l'usage de l'œuvre plus que l'œuvre elle-même qui va permettre la construction de situations d'apprentissage consistantes. Donc, l'examen de ces conditions didactiques contextuelles sont fondamentales. Au plan pédagogique, les travaux montrent que les cultures artistiques qui sont développées dans des écoles, parfois depuis la maternelle, ou encore les cultures pédagogiques instaurées entre un enseignant et ses élèves dans la classe, font partie des éléments déterminants pour la réussite d'un projet incluant les arts. Des éléments contextuels, donc, qui font partie des objets étudiés par les sciences de l'éducation, et le fait qu'elles les étudient pourrait permettre de se rappeler de leur existence et de leur caractère de problématicité, si je peux le dire comme ça, pour les enseignants. Deuxième et dernier effet de cette mise à l'avant-plan des effets cognitifs des arts dans le champ scolaire, cette focalisation sur les enjeux cognitifs a un effet sur les pratiques des enseignants. Les travaux qui ont été menés, que j'ai par exemple menés sur le partenariat artiste-enseignant, montrent par exemple déjà l'entière complexité de la mise en œuvre de projets d'EAC. S'il faut à cette complexité ajouter l'idée que ces pratiques artistiques seraient censées produire des effets sur d'autres domaines et sur certains domaines en particulier des savoirs scolaires, alors on peut légitimement penser qu'un nouveau degré de difficulté ou du moins de complexité pourra être introduit. Il n'est pas sans risque. Nombre d'enseignants parviennent à faire avec cette injonction tacite et continuent de faire ce qui leur semble bon et juste de faire pour leurs élèves. Pour ceux qui sont peut-être moins rompus à l'exercice, les travaux montrent que cette imposition de cet objectif assigné à l'art produisent par exemple des glissements didactiques importants. Ou, pour le dire autrement, puisque j'emprunte la référence ici à Guy Rousseau et à la théorie des situations didactiques, l'enjeu initial consistant à faire danser, jouer, chanter, art plastiquer, bref, à faire pratiquer l'art, s'éclipse derrière d'autres objectifs qui seraient censés, par exemple, se rapporter aux savoirs fondamentaux. On pourrait dès lors se demander, et je conclurai sur cette interrogation, il est encore bien fondamental à ce moment-là de convoquer les arts dans l'espace scolaire. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Chopin, pour votre intervention très intéressante. Donc, on a quelques questions pour vous. Alors, je commencerai avec un internaute qui s'est demandé si une distinction entre éducation artistique et culturelle pouvait se faire, et si vous la trouviez, enfin, si vous trouviez importante de la faire. Alors, je sais qu'il est commun de dire que c'est une question très intéressante, mais là, je le pense. En tous les cas, juste parce qu'elle nous a intéressés, à Jérémy Snigalia et moi, dans nos recherches au sein des archives du comité d'histoire, où on a essayé de voir à quel moment ce syntagme d'éducation artistique et culturelle apparaissait. Alors, il n'y a jamais un avant et un après, mais on peut dégager des tendances, et il semble qu'elle s'impose au tournant des années 2000, notamment avec le plan Tasca-Lang. Je crois qu'on la trouve une première fois en 98 dans les travaux qu'on a pu consulter, dans une allocution ministérielle, mais elle est vraiment reprise plutôt à partir des années 2000. Les deux termes cohabitent, on a envie de dire, pendant les décennies précédentes, et cette cohabitation est aussi le fruit, l'effet des histoires qui sont en train de se croiser, celle de l'éducation populaire, de la question de la culture, et puis celle en même temps des disciplines artistiques et
et de l'essor et du développement de ces secteurs de l'art voilà, qui font que le mot art est également présent. Il a fallu aussi décloisonner le terme d'art de la catégorie enseignement artistique dans lequel il était pris. L'enseignement artistique, c'est l'enseignement des arts tels qu'instrumentalisés dans le dessin, par exemple. Voilà. Donc, il y a eu une cohabitation, pour revenir sur la question, entre les années, du coup, la fin des années 60 et puis les années 2000. Et puis, cette cohabitation s'institutionnalise avec la juxtaposition artistique et culturelle dans les années 2000. Merci. Une autre internaute qui, pour le coup, est auteur de thèses que vous avez évoquées dans votre analyse, notamment en CE avec une focale théâtre. Et elle émet justement l'hypothèse que la place assignée au théâtre à l'école est symptomatique d'une forme scolaire donnée, et elle cite notamment l'auteur Guy Vincent en 1994, au sens où l'on demande au théâtre de pallier les limites d'une forme scolaire donnée. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est valable, et si oui, pourrait-elle concerner les arts à l'école en général? Bon, alors je pense que sa thèse est déjà soutenue, donc pour le coup, le jury a dû déjà estimer qu'elle était valable, donc je dirais bien oui, bien sûr qu'elle est valable. Mais alors, il y a néanmoins plusieurs points dans cette remarque. Il y a effectivement l'idée du supplément d'âme accordé au théâtre qui va permettre aussi effectivement de compenser, de pallier ce que l'enseignement plus traditionnel n'aurait pas réussi à faire. Et on retrouve aussi possiblement à la dimension là qui s'est posée dans les années 90 sur la compensation, le faire autrement de manière soit plus ludique, soit détournée, etc. Donc oui, on a fait jouer ce rôle-là au théâtre. Et en même temps, le théâtre est peut-être une des disciplines très, très intéressantes parce qu'il est à la fois très bien disposé à entrer dans l'espace scolaire. Voilà, on a tous eu, parmi les œuvres qu'on devait lire, des œuvres de théâtre. On les a tous même parfois jouées. Alors, je mets au mot jouer des guillemets importants. Et en même temps, le théâtre, en tant que pratique engageant le corps, en tant que production de pratiques artistiques tout à fait contemporaines, déconstruisant, etc., qui pourrait se rapprocher de disciplines proches de la danse, en tant qu'art vivant, on pourrait dire, eh bien, est difficilement, lui, compatible avec ou pas toujours compatible, vu comme compatible avec les enjeux strictement scolaires liés très fortement au texte. Donc voilà, oui pour son hypothèse, plutôt compensatoire, donc il produit un inconfort, et un deuxième inconfort qui va être produit aussi par le fait que quel théâtre ou comment le théâtre, et à titre d'exemple, l'une des recherches que j'ai menées entre 2009 et 2012 au sein d'un lycée qui avait ouvert une section d'enseignement spécialisé de théâtre, eh bien, cette recherche avait été a démarré sur la sollicitation des enseignants de ce lycée et des artistes qui intervenaient pour me dire on ne comprend pas, ça fait depuis 20 ans que nous, on fait du théâtre auprès de publics scolaires, d'enseignement spécialisé, et alors que les arts ont l'air de devenir de plus en plus importants, le théâtre qu'on fait a l'air de ne plus convenir. Voilà. Donc, je crois qu'il y aurait vraiment une belle discussion à avoir, et on voit là que c'est spécifiquement sur des pratiques artistiques données qui ne sont pas structurées de la même manière dans leur champ artistique propre, socialement, et qui n'ont pas les mêmes accointances avec la forme scolaire. Merci. Désolée. Non, pas de souci. Elle précisait en passant que justement sa thèse ne portait pas sur cette hypothèse et qu'il n'y avait pas de souci pour que vous la remettiez en question. Ben, très bien. Alors, toi, qu'on se rencontre pour de vrai, parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, voilà, ce sera l'occasion. À l'heure actuelle, quelle différence vous feriez entre, bon, ça revient un peu à ma première question, mais quelle différence vous faites vraiment entre éducation artistique, et pour le coup culturelle, et enseignement artistique, au prisme du rapport des savoirs dits fondamentaux?
Alors, moi, personnellement, en tant que Marie-Pierre Chopin, j'en fais pas. C'est-à-dire que, enfin, j'en fais pas ou j'en fais une, mais elle n'a pas valeur de, on va dire, de définition légitime. Par contre, la distinction qui a l'air de se faire quand on regarde les usages des mots enseignement et éducation sont très largement liés à l'institution. Est-ce que on a une disciplinarisation, grosso modo, de ce qu'il s'agit de transmettre? Et pour qu'il y ait disciplinarisation, il faut qu'il y ait aussi une institution, une école, et on trouvera par exemple la danse et la transmission de la danse qui va être disciplinarisée dans les écoles de formation du danseur et pas dans l'enseignement à l'école primaire en France. Voilà. Dans le premier cas, on parlera d'enseignement ou dans le second cas, on parlera d'éducation. Voilà. Ça, c'est une distinction qui me semble tenir et qui, en même temps, est souvent mise à mal parce qu'il y a des degrés de formalisation intermédiaire de discipline ou de secteur et avant que voilà, quelque chose devienne discipline, une pratique s'organise comme discipline. Il y a des degrés de formalisation intermédiaire où les questions d'enseignement croisent les questions d'éducation. Une façon de se soulager un petit peu la charge mentale, comme dirait Wittgenstein, et d'éviter les crampes mentales, serait de se dire à chaque fois, on diffuse des pratiques dansées, des pratiques théâtrales, des pratiques musicales, et du coup, on aménage les conditions pour se faire. S'agit-il d'éducation ou d'enseignement, c'est une autre. Je pense que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Merci beaucoup pour vos réponses très complètes. Il est temps maintenant de conclure cette webconférence. Merci Madame Chopin pour votre présentation très intéressante et vos réponses. Quant à vous, je vous retrouve très vite. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera mardi 30 juin à 14 h pour une toute dernière édition dont la thématique sera Apport des arts aux apprentissages fondamentaux. Que nous disent les neurosciences cognitives à ce sujet? Donc, c'est une webconférence qui sera présentée par Mathilde Faure, maîtresse de conférence à l'INSPE de Lyon. Autre petit rappel, cette conférence, comme d'habitude, donnera lieu à un enregistrement que vous pourrez retrouver dès demain en ligne sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE et sur leur site dès la fin du cycle. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et à une prochaine fois. Au revoir.